Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette série de balados proposée par Science pour tous en collaboration avec la Maison de la Culture Maisonneuve. Donc on reçoit une nouvelle fois dans cette série Karine Mona, cette fois pour nous parler des actions individuelles les plus efficaces pour contrer les changements climatiques. Bonjour Karine. Bonjour Perrine. Donc vous êtes journaliste et recherchiste scientifique et vous travaillez dans plusieurs médias, dont le média 1.5 de l'Action climatique au Québec. Et à travers cette expérience, vous avez acquis une certaine expertise des solutions possibles pour lutter contre les changements climatiques. Exactement, parce qu'on parle que de solutions. Donc j'avoue que j'en ai plusieurs en tête à tous les jours. C'est parfait. Donc, on va commencer notre entrevue en faisant une petite mise au point générale des solutions globales, finalement, pour lutter contre les changements climatiques. Et ensuite, on ira vraiment dans les solutions individuelles. Qu'est-ce qui est efficace vraiment? Qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'individu, en tant que citoyen, pour aider dans la lutte au changement climatique? Donc, premièrement, quelles sont les solutions globales pour lutter contre le changement climatique? Alors, je dirais qu'il y a deux familles. D'une part, c'est vraiment de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est vraiment la clé parce que c'est cette forte concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère qui fait en sorte qu'il y a tous ces changements. Et l'autre solution, c'est que, maintenant, on sait, les changements climatiques sont là. Donc, ma foi, c'est de s'adapter à eux pour amoindrir les conséquences. Si je prends un exemple, mettons, si on habite au Québec sur le bord du fleuve, on sait qu'il y a de l'érosion et qu'il va y en avoir de plus en plus, ou en tout cas peut-être plus rapidement qu'avant. Donc le mieux, c'est de s'adapter que d'attendre que ça arrive, puis de là d'être pris avec les conséquences. Donc, ou par exemple les stations de ski. Il y a des études qui ont été réalisées par des scientifiques, d'ailleurs ici à Montréal, à Ouranos par exemple, un consortium sur l'environnement, et ils ont vu qu'il va y avoir des changements météorologiques et on aura de la neige moins longtemps. Donc, définitivement, il va y avoir des conséquences économiques sur les stations de ski. Donc, là encore, elles sont mieux de s'adapter en amont. Comme ça, elles savent de quoi il va en être. Plutôt que de subir, finalement. Exactement. C'est vraiment ça. J'aime pas trop dire ça, mais c'est un peu tirer profit des changements climatiques. Par exemple, la station de ski peut diversifier ses activités et elle paiera moins les frais des changements et de l'amoindrissement de la neige, par exemple. Je vois. Alors maintenant, allons-y dans le plus personnel. Qu'est-ce que je peux faire en tant que moi qui soit vraiment efficace pour réduire mes gaz à effet de serre? Et qu'est-ce que ça aura comme impact finalement? Alors, tu fais bien de préciser vraiment efficace parce que, évidemment, je peux vous donner toutes sortes de solutions, mais là, je vais vous donner les 5, on va dire le top 5 de celles qui ont le plus d'impact en termes de réduction de gaz à effet de serre. Mais ça ne veut pas dire que c'est les plus faciles, je le sais bien, là, attention, on n'est pas là ni pour culpabiliser, ni pour dire que c'est facile, c'est juste pour que vous ayez conscience, scientifiquement parlant, c'est quoi les meilleures solutions. Donc la première, sans hésiter, c'est de travailler sur nos transports, parce que c'est simple, c'est le secteur qui émet le plus de gaz à effet de serre au Québec. On parle quand même de 43% de tout le bilan des émissions du Québec, c'est les transports. Donc attention, ça mélange tout, transport automobile, transport routier par les camions, etc. Avions également? Non. Alors ça, c'est intéressant. Les inventaires des émissions de gaz à effet de serre par pays ne tiennent pas compte des avions parce que ça part de quel pays, ça va dans lequel. Okay. Mais ça, c'est un très bon point. Et pourtant, on sait que l'avion, tu fais bien de le dire, on l'entend à tous les jours, c'est le plus gros émetteur. Donc ça, il n'y a pas de doute. Si vous arrivez à changer votre destination de vacances entre Cuba ou la Gaspésie, je vous laisse trouver les points communs ou les points qui divergent. Bon, certes, mais c'est quand même bon de redécouvrir son propre pays et en termes d'environnement, évidemment, ça évite de prendre l'avion. Après, si vous êtes en ville, vous avez parfois loisir à ne pas prendre votre auto. Alors, je dis pas que c'est facile partout, mais ça serait vraiment de vivre sans voiture, presque, ou en tout cas opter pour une voiture électrique, vraiment prendre les transports en commun, s'initier au vélo aussi, ça peut vraiment apporter beaucoup d'autres retombées positives en termes de santé, en termes de bien-être. Donc voilà, tout le volet transport, c'est vraiment ça, c'est réduire ces transports en auto autant que possible. Fait que ça, c'est le top 1. Exactement, le top 1. Passons au top 2. Après, voilà, c'est pas forcément dans l'ordre. Les autres, le top 1, oui, définitivement. Les autres, pas toujours. Okay. Mais en deuxième, j'ai quand même mis l'énergie. Donc, on a la chance au Québec d'avoir de l'énergie renouvelable avec l'hydroélectricité. Mais il y a encore, particulièrement dans les industries ou
certaines écoles, mettons, qui sont chauffées au mazout, par exemple. Donc ça, définitivement, je me suis écrit en petite note, en bon français, out le mazout, parce que je trouvais que ça rimait un peu avec mon accent. Donc là, c'est en tant que propriétaire d'une maison, par exemple, je vais vers l'électricité plutôt que vers... Tout à fait. Et surtout, électricité à base d'énergie renouvelable. Donc, ça peut être l'hydroélectricité, mais on peut penser à la géothermie aussi. Il y a quand même de plus en plus de sources possibles. Je pense par exemple à Lac-Mégantic, une ville qui a connu malheureusement une tragédie ferroviaire en 2013 qui a coûté la vie à plusieurs personnes, mais qui a aussi rasé le centre-ville, si je puis dire. Et là, ils ont décidé de créer un micro-réseau électrique dans ce nouveau centre-ville à partir d'énergie solaire, par exemple. Et ils pourraient potentiellement être indépendants en termes d'énergie. Donc ça, c'est des bonnes idées pour certaines communautés du Grand Nord québécois auxquelles on ne pense pas, mais qui ne sont pas reliées à Hydro-Québec. Et donc, qui fonctionnent encore au mazout, par exemple, mais parce qu'ils n'ont pas le choix et ils ne sont pas reliés au réseau. Donc, si on montre à Lac-Mégantic qu'un réseau indépendant en énergie solaire fonctionne, ça pourrait tout à fait s'exporter dans le Nord, par exemple. Et chose plus facile à faire à la maison, c'est d'isoler notre maison. On a pris l'habitude que l'hydroélectricité soit pas si chère, qu'il y en a à profusion. Donc, on a tendance à gaspiller, finalement. Exactement. Alors que toute cette énergie-là, si nous, on la consomme pas, ben on peut la vendre à nos voisins, que ce soit l'Ontario ou les États-Unis, qui, eux, ont une source d'électricité moins propre, comme le charbon, par exemple. Okay. Donc, vraiment, isoler sa maison, faut pas croire que c'est inutile. Ensuite? Oui, en troisième, je dirais, alors j'allais dire manger végétarien. Donc là, comme ça, on peut le recevoir, puis c'est gros. Mais déjà, réduire sa consommation de viande, définitivement, c'est vraiment un atout en termes de climat et d'environnement. Parce que dans la production industrielle telle qu'elle est faite aujourd'hui, il y a beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre, aussi bien dans le quotidien de la culture, si je puis dire. Tu veux dire de l'élevage? De l'élevage, merci. Aussi bien dans le quotidien de l'élevage, mais aussi dans la culture de la nourriture destinée à ces animaux-là. Donc, plus vous mangerez végétarien, plus votre empreinte carbone sera adoucie. Ensuite, le gaspillage alimentaire, c'est pas quelque chose auquel on pense, parce que comme ça, on se dit, bon, ben ma tomate, elle est fripée sur mon comptoir depuis 3 jours, là, je peux vraiment plus rien en faire. Mais on se rend pas compte de tout le chemin parcouru par cette tomate, évidemment. Donc, il y a encore du transport pour le traitement du déchet en tant que tel, quel qu'il soit. Soit il va être incinéré, soit enfoui ou composté, dans l'idéal, dans le cas de la tomate. Donc, vraiment, à l'échelle individuelle, ça va être de jouer à ce gaspillage alimentaire. Bien sûr, on n'est pas les pires. Il y a à l'échelle des producteurs, à l'échelle des commerçants, on n'est pas les seuls à gaspiller, mais on a une part dans le gaspillage, tout à fait. Donc là, ça va aller par des petites actions comme faire le ménage de son frigo. C'est niaiseux, mais ça va aider à y voir plus clair au lieu de racheter un énième yogourt alors que finalement, il y en avait déjà 2 au frigo. Pas hésiter à congeler aussi, à cuisiner nos restes, même si on a moins l'habitude, et à optimiser son épicerie. C'est vraiment acheter juste ce dont on a besoin à ce moment-là pour éviter... Moi, je pense souvent à mes grands-parents. Ils n'allaient jamais faire des épiceries énormes pour une semaine. Ils y allaient au quotidien ou pour les 2 prochains jours. Donc... Et surtout, ils gaspillaient pas. Ben, c'est ça. Achetaient pas la nourriture. Exactement. Et le dernier point, donc la fin de mon top 5, ça serait sur la consommation en général, c'est-à-dire consommer moins. Parce que mine de rien, si vous consommez moins, ben, ça fait moins de production au départ, moins de transport et moins de déchets aussi. Mais par exemple, si on n'a pas le choix de consommer, si je me mets à l'échelle industrielle ou des commerces, on peut essayer de miser sur l'économie circulaire, c'est-à-dire que les déchets des uns deviennent des ressources des autres. Ou par exemple, je suis dans un quartier industriel, moi j'ai une imprimante 3D, mes 3 voisins en ont pas, mais ils en ont besoin qu'une fois dans l'année. Et ben on met en commun les ressources, comme ça évite d'avoir à en acheter tout le temps. Puis ça crée des liens assez insoupçonnés entre les gens, ce genre d'attitude. Mais justement, en parlant des liens insoupçonnés, qu'est-ce que ça apporte de plus de faire des efforts pour limiter les changements climatiques? Parce que finalement, ça n'a pas seulement un impact sur le climat. Exactement. Ça, c'est une super bonne question, Perrine. C'est que des fois, on peut se dire « Ah, ça va, moi, je suis tannée de les entendre avec l'environnement, le climat, blabla. » Mais évidemment, ça va bien plus loin que ça. Quand on parle, par exemple, de la lutte aux îlots de chaleur, donc ça, c'est souvent un coin en ville qui fait en sorte que maintenant, comme les températures augmentent, eh ben, l'aménagement, mettons, de l'asphalte au sol va augmenter encore plus cette hausse des températures. Donc, pour lutter contre les îlots de chaleur, on va aller planter des arbres ou des petits jardins. Mais ça va pas seulement
améliorer le climat local, si je puis dire, mais c'est prouvé qu'on va être plus en santé si on côtoie des arbres, mais dans le sens si on est proche d'un parc ou si on va se balader dans ces coins-là, on gagne en bien-être, on gagne en santé cardiovasculaire. On le rigole en ce moment en Occident, mais ça se pourrait que dans quelques années, les médecins, les cardiologues par exemple, nous prescrivent d'aller marcher dans un parc ou marcher en forêt. C'est définitivement prouvé pour la santé et le bien-être. On peut penser en termes économiques aussi. C'est sûr que toute cette transition, on va perdre des emplois dans certains secteurs, mais, et vous le savez autant que moi, on va en créer dans d'autres secteurs. Donc ça, c'est vraiment un autre aspect bénéfique de cette lutte au changement climatique. Et puis aussi, tout simplement, quand je disais tantôt moins consommer, moins gaspiller, tout ça, c'est de l'argent qui reviendra dans nos poches, de l'argent qu'on a dépensé qui est complètement perdu parce qu'on la jette, cette tomate ou autre. Donc on peut devenir plus productif en faisant attention à tout ça, ou l'économie circulaire, par exemple. Là, il y a une dernière anecdote, c'est les décors de théâtre. C'est marrant, mais les décors de théâtre, ils sont utilisés qu'une fois, puis ils sont jetés. Et là, ça y est, il y a une initiative à Montréal qui récupère les décors pour les redispatcher, les repartager après entre plusieurs productions. Et tout ça, c'est de l'argent gagné. Parce que de toute façon, ça aurait été des déchets. Donc, c'est revendu moins cher au suivant. Donc, on ne se rend pas compte, mais économiquement, on a à y gagner aussi. Et évidemment, là, je me suis axée sur le climat, mais en termes d'environnement, si on oublie la voiture, par exemple, ça fera moins de pollution. On protège aussi la biodiversité. Si, par exemple, on consomme moins, je n'ai pas parlé du plastique, c'est une question d'environnement beaucoup. Si on consomme moins de plastique à usage unique, on verra un peu moins ces images des animaux, par exemple, dans l'océan qui sont pris avec du plastique. Donc, c'est une façon de protéger la biodiversité en général. Donc pour terminer, j'aimerais savoir, on entend souvent que les actions individuelles finalement suffiront pas à faire une différence à l'échelle de la planète. Qu'est-ce que vous en pensez de cette affirmation? Alors ce qui est important de voir, c'est que c'est sûr qu'il ne faut pas mettre toute la responsabilité sur les individus. Ça serait trop facile, ça serait culpabilisant et une lourde charge à porter. Mais tous ces petits changements sont indispensables et vont faire une différence. Bien sûr, ça ne suffira pas si on fait ça tout seul chez soi, mais vous verrez, mettons, demain, vous allez consommer moins de viande. Naturellement, vous allez en parler à vos amis, peut-être à votre famille, et au bout d'un moment, ça peut faire un effet boule de neige. C'est sûr qu'il faut que le collectif embarque, et des fois, on ne se rend pas compte, mais en semant une petite graine, un jour, ça se peut que l'ami d'une amie soit élue au conseil municipal et elle va pouvoir faire des changements à une échelle déjà un peu plus collective. J'ai un exemple qui me vient en tête avec une ville du Lac-Saint-Jean, à Alma, et maintenant on a le collectif Alma en transition. À la base, c'est juste un petit groupe de citoyens qui s'étaient regroupés pour aménager leur ruelle. Ils parlaient d'un four à pain, de mettre un peu plus, de verdir un peu. Et finalement, ça a pris de l'ampleur et c'est devenu un groupe à l'échelle de la ville et ils ont décidé d'aller voir le conseil municipal et maintenant le conseil municipal a embarqué. Il leur propose des bourses, donc financièrement pour soutenir des projets. Ils ont eux-mêmes mis en place un comité de développement durable. Donc, on ne se rend pas compte à quel point des petits projets personnels peuvent devenir bien plus gros que nous. Merci beaucoup, Karine. C'était très enrichissant et ça nous pousse à continuer nos efforts pour lutter contre les changements climatiques. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation.